Bonjour, le titre de cette présentation s'intitule Théorie transformationnelle en musique, de la théorie des groupes aux musiques de films et au-delà. En premier lieu, j'aimerais remercier Moreno Andrata de m'avoir invité à Strasbourg pour donner cette présentation. C'est une présentation qui est un peu particulière puisque lorsque Moreno m'a invité, il m'a demandé de présenter d'une part les travaux qu'on a ensemble et en collaboration avec André Eresman sur la formalisation algébrique des structures musicales, et d'autre part de présenter les travaux que je mène aussi sur l'analyse des musiques de films. Et en premier lieu, c'est des choses qui peuvent paraître un petit peu différentes, un petit peu éloignées, mais on va voir qu'il y a un lien algébrique entre les deux qui permet d'utiliser justement toute cette formalisation au départ sur la théorie des groupes, et on va le voir aussi en utilisant la théorie des catégories, pour faire de l'analyse de musique, et en particulier de la musique de film, où ça se prête particulièrement bien. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais faire un petit quiz musical, un petit quiz audio, euh, qui va consister en ceci. Je vais jouer deux extraits musicaux qui sont tirés de musique de film. Et la première question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que ces deux extraits musicaux vous paraissent similaires dans une certaine mesure ou complètement dissimilaires, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien en commun du tout. La deuxième question éventuellement, c'est est-ce que vous reconnaissez les films dont sont issus ces deux extraits musicaux? Donc si vous visualisez cette présentation sur YouTube, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause ou éventuellement à rejouer les extraits musicaux pour répondre à ces questions. Donc, je vais passer les deux extraits. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre en pause et à prendre le temps de répondre à cette question-là, savoir si les deux thèmes vous paraissent similaires ou s'ils n'ont rien du tout en commun. Alors on ne va pas répondre au quiz tout de suite, on y répondra plus loin dans la présentation quand on aura élaboré un certain nombre de concepts qui sont nécessaires. Et avant de commencer la présentation elle-même, j'aimerais faire quelques préliminaires, notamment sur les notations que je vais utiliser et sur quelques notions de base. Alors déjà, on va utiliser tout au long de la présentation le tempérament égal, c'est-à-dire que l'octave est considérée comme partagée en 12 parties égales. Donc on ne se pose pas la question ici des différents tempéraments, etc. C'est le tempérament égal. Et on va supposer équivalence par la relation d'octave, c'est-à-dire qu'on va parler en fait de classes de hauteur. On en aura 12, donc Do, Do dièse, etc. On les considère donc comme des classes de hauteur à l'octave près. On va identifier ces classes bijectivement avec Z12 en fixant arbitrairement Do égale à 0, Do dièse égale à 1, etc. Alors on pourrait prendre n'importe quelle autre classe de hauteur comme référence pour 0. L'habitude qu'on trouve en musicologie, c'est de prendre Do égale 0. Et donc on travaille modulo 12, c'est-à-dire que les opérations que je vais montrer dans cette présentation, en particulier les opérations d'addition, seront toujours comprises par défaut modulo 12. Comme le titre de la présentation l'indique, on va avoir un petit peu de théorie des groupes, et en particulier des actions de groupe. Et donc je note l'action d'un élément d'un groupe G sur un élément X par G de X ou G.X. Et par défaut, la multiplication se fait à gauche. Vous pouvez voir dans la littérature sur les théories transformationnelles des multiplications à droite. Ici, je prends la multiplication à gauche. Ensuite, en ce qui concerne la représentation graphique des accords, eh bien, on peut représenter en fait un accord de manière graphique dans Z12
comme ceci. Donc ici, on a un accord de Do majeur, qui est constitué de Do, Mi et Sol. Donc on va le représenter par ce triangle coloré ici, Do majeur, et de la même façon, on va représenter un accord de Do mineur de cette façon-là. Donc je noterai une triade majeur ou mineur sous la forme NM ou N grand M ou N petit m. N qui indique la classe de hauteur de la tonique de l'accord, et grand M ou petit m qui indique le type majeur ou mineur. Et donc, avec la notation qu'on a vue juste avant, 0 grand M vaut pour Do majeur, 5 petit m vaut pour Fa mineur, etc. Alors, par la nature même de Z12, on a des opérations qui sont quasi immédiates sur les classes de hauteur, et qui sont de deux types. Les premières sont les transpositions. On va les noter TK pour une transposition de K semi-ton. Et donc sur la classe de hauteur X, l'action de TK sur X est égale à X plus K. On le voit ici, graphiquement, on a l'opération T1 qui, appliquée par exemple sur Do, donne Do dièse, appliquée sur Fa, donne Fa dièse, etc. Et on a une autre série d'opérations qui sont les inversions, qui sont notées IK. Et donc sur la classe de hauteur X, on a l'action IK de X est égal à K-X. Donc ici, vous avez représenté graphiquement l'action de I3, qui envoie Do dièse sur Ré. Donc on peut faire le calcul, Do dièse c'est 1, 3 moins 1 égale 2, et 2 correspond à Ré. Donc l'opération I3 appliquée à Do dièse donne Ré, et de même l'inversion I3 appliquée à Do donne Mi bémol, etc. Dans la littérature sur les théories transformationnelles, on trouve le groupe TI. C'est un groupe qui est généré par T1, donc la transposition de un semi-ton, et I0, et c'est un groupe qui est isomorphe au groupe diédral D24 d'ordre 24. Et donc il a cette présentation-là. On comprend bien que T1 appliqué 12 fois, c'est égal à l'identité, et toutes les inversions sont des involutions, donc en particulier I0 au carré est égal à 1, et on a cette relation-là typique du groupe diédral. On a des opérations, on a ces relations-là sur les opérations de transposition et d'inversion, qu'on va revoir par la suite. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que le groupe TI n'agit pas simplement transitivement sur l'ensemble des classes de hauteur, ce qui se comprend assez bien, puisque en fait, on a un groupe d'ordre 24 qui agit sur un ensemble de 12 éléments, donc les 12 classes de hauteur, et donc ça ne peut pas agir de façon simplement transitive. Cette action du groupe TI sur les classes de hauteur, eh bien on peut l'étendre en fait à l'ensemble des 24 accords majeurs et mineurs. Il suffit de prendre un accord, donc majeur ou mineur, et une opération du groupe TI, et de l'appliquer à chacune des classes de hauteur qui constituent l'accord. Par exemple, si on prend un accord de Do majeur, donc Do, Mi, Sol, on peut avoir une action de T1 sur cet accord en l'appliquant à chacune des classes de hauteur, donc Do va être envoyé sur Do dièse, Mi va être envoyé sur Fa, Sol va être envoyé sur Sol dièse, et on obtient donc l'accord de Do dièse majeur. Donc T1 appliqué à Do majeur donne Do dièse majeur. Et de la même façon, on peut appliquer des inversions. Donc ici, on a pris l'inversion I0, qui, appliquée sur l'accord de Do majeur, Do, Mi, Sol, donne Fa, Sol dièse, Do, c'est-à-dire l'accord de Fa mineur. Et donc, de manière générale, sur un accord N, donc majeur ou mineur, la transposition TK va donner un accord de même type et de tonique N plus K, toujours sous-entendu modulo 12. Et sur un accord donc majeur ou mineur, IK appliqué sur cet accord va donner un accord de type inversé, donc si on a majeur ça devient mineur, si on a mineur ça devient majeur, et de tonique égale à 5 plus K moins N. Alors de la même façon qu'avant, on peut prendre les opérations T1 et I0 qui agissent donc cette fois-ci sur les ensembles majeurs et mineurs comme générateurs, et le groupe qu'elle génère, c'est un groupe qu'on va appeler aussi le groupe TI, mais il faut se souvenir donc qu'il agit sur l'ensemble des 24 accords majeurs et mineurs,
et qui est aussi isomorphe à D24. Donc il a la même présentation que celle qu'on a vue avant, on a les mêmes relations entre opérations de transposition et d'inversion, et par contre on a ici une proposition très intéressante, c'est que l'action de groupe de TI sur l'ensemble des 24 accords majeurs et mineurs est simplement transitive. Et donc ça signifie que pour toute paire d'accords dans cet ensemble, des triades majeures mineures, il existe un unique élément G de TI tel que G de X est égal à Y. Et donc, par exemple, on a I2 appliqué sur Mi bémol majeur est égal à Mi mineur, ce qu'on peut représenter ici. Donc on prend Mi bémol majeur, on a I2 qui est l'inversion qui passe par l'inversion qui est représentée par cet axe-là, et on obtient Mi mineur. Ou on peut dire autrement que I2 est l'intervalle, alors pour l'instant je mets intervalle entre guillemets, parce que la notion d'intervalle généralement c'est les intervalles entre classes de hauteur, donc la tierce, la quinte, la quarte. Mais là on pourrait dire que I2 est l'intervalle entre Mi bémol majeur et Mi mineur. Alors, ici, j'ai fait quelque chose d'un petit peu particulier, c'est que j'ai une sorte de graphe labellisé dans lequel les nœuds sont des accords, et j'ai aussi labellisé les flèches avec des opérations du groupe TI, donc c'est un objet un petit peu particulier sur lequel on va revenir par la suite. Alors, on est en train de parler d'intervalles entre des accords, qui est une notion un peu plus générale que celle simplement d'intervalle entre classes de hauteur. Et c'est l'idée, en fait, de David Lewin dans les années 80, David Lewin qui a fondé les théories transformationnelles de la musique, qui était de se dire, bon, si on a un ensemble d'éléments musicaux, X, ça peut être des classes de hauteur, ça peut être des accords, ça peut être des intervalles temporels, et si on prend deux éléments, X et Y dans X, comment est-ce qu'on peut définir une notion d'intervalle entre ces deux éléments? Et donc David Lewin a proposé la notion de Generalized Interval System dans les années 80, et il la propose comme ceci, c'est un triplet X, G, int, où X est un ensemble d'éléments musicaux, G est un groupe, donc au sens mathématique, algébrique du terme, qui va être le groupe des intervalles pour le GIS, le Generalized Interval System. Et int est une fonction qui prend deux éléments de x et qui renvoie un élément de g, donc qui va renvoyer en fait l'intervalle entre ces deux éléments de x. Et pour ça, il faut quelques conditions. Donc il faut que pour tout x, y et z de x, on ait int de xy fois int de yz, donc ce sont deux éléments de groupe, on peut les multiplier, et il faut que ce soit égal à int de xz, et aussi que pour tout x appartenant à x et g appartenant à g, il existe un unique y tel que int de xy soit égal à g. Cette définition d'un Generalized Interval System, c'est une définition qui est très pragmatique. On a une fonction intervallique qui vous prend vraiment deux éléments musicaux, qui vous donne l'intervalle qu'il y a entre les deux, et les conditions sont très naturelles. La première dit que les intervalles se composent et qu'elles respectent l'opération de groupe, l'opération de G. Et la deuxième dit que si on prend un élément musical X et qu'on se donne un intervalle, eh ben, il n'y a qu'un seul élément musical Y qui se trouve à l'intervalle G de X. De la même façon que si on prend par exemple Do et qu'on demande la quinte, eh ben, il n'y a que Sol qui se trouve à la quinte par rapport à Do. Donc c'est une définition qui respecte vraiment la définition d'intervalle telle qu'on la connaît pour les classes de hauteur, mais qui la généralise à n'importe quel ensemble d'éléments musicaux. Maintenant, on a un lien direct entre les Generalized Interval Systems et les actions de groupe par la proposition suivante, qui a été énoncée par Coleman dans les années 2000, mais qui avait été déjà vue par Lewin à l'époque, et qui dit que la donnée d'un Generalized Interval System, donc avec ce triplet xgint, est en fait équivalente à celle d'une action de groupe à droite, simplement transitive de G sur X. Donc, ici, on a la définition d'une action de groupe à droite. Alors, ça pourrait très bien être une action de groupe à gauche. Il suffirait de modifier ici l'ordre de composition.
Et ce que ça signifie également, c'est que pour toute paire d'éléments musicaux x et y dans x, il existe un unique élément g de g, donc un unique intervalle tel que g de x est égal à y. Avant de continuer, on va faire un petit aparté en allant vers la théorie des catégories. Une action de groupe g de x dans x, on peut aussi la voir sous forme catégorielle comme un foncteur S de G dans la catégorie des ensembles. Donc G est considéré comme un objet, comme une catégorie avec un seul objet et un ensemble de morphismes qui sont les éléments du groupe. Donc ce foncteur-là dans la catégorie des ensembles, où l'image du seul objet de G est l'ensemble X des éléments musicaux. Alors en premier lieu, on voit pas très bien qu'est-ce que cette version catégorielle nous apporte. On va y revenir dans la suite de la présentation pour voir les résultats supplémentaires qu'on peut avoir grâce à cette version catégorielle. Je passe maintenant à un nouveau groupe qu'on appelle le groupe néo-riemannien PLR ou PRL. Et pour le définir, j'ai besoin de 3 opérations. La première, c'est l'opération P. Si on applique l'opération P sur l'accord de Do majeur, donc Do mi sol, on va obtenir l'accord de Do mineur, et inversement, si on applique l'opération P sur Do mineur, on obtient l'accord de Do majeur. Donc c'est une opération qui conserve la quinte ici, Do sol, et qui switch simplement la tierce, donc Mi vers Mi bémol vers Mi. Ensuite, on va définir l'opération L. Alors, si on applique l'opération L sur Do majeur, on obtient l'accord de Mi mineur. Donc, cette fois-ci, on conserve la tierce mineure, ici. Et inversement, si on applique L sur Mi mineur, on obtient Do majeur. Et, je pense que vous avez compris le processus, on va définir une troisième opération, l'opération R, qui, appliquée sur Do majeur, va donner La mineur, donc cette fois-ci on conserve la tierce majeure, et donc Sol devient La, et La devient Sol, puisque, encore une fois, de manière inverse, si on applique R sur La mineur, on obtient Do majeur. Et donc, de manière générale, on a ces relations-là, donc si P, en fait, est simplement l'opération qui inverse le type de l'accord, L appliquée sur Nm donne N plus 4 M, donc petit m mineur, et L appliqué sur N petit m donne N plus 8 grand M, donc N plus 8 majeur. R appliqué sur N majeur donne N plus 9 mineur, et R appliqué sur N mineur donne N plus 3 majeur. Les trois transformations P, L et R sont des involutions. Si on les applique 2 fois, on revient sur le même accord. Et on voit ici que ce sont des transformations qu'on appelle contextuelles. Donc, à la différence, par exemple, des transpositions, quand on avait une transposition, que ce soit appliqué, par exemple, TK appliqué sur un accord majeur ou mineur, c'était toujours N plus K. Mais ici, en fait, le chiffre qu'on voit ici, qui est ajouté à N, dépend du type de l'accord. Donc, ça va être plus 4 si c'est majeur, plus 8 si c'est mineur, etc. Le groupe PLR, il est généré par L et R, et il est isomorphe au groupe diédral D24. On retrouve le groupe diédral D24. Alors on a cette présentation-là pour le groupe PLR, donc LR est une opération d'ordre 12, et on a vu que L et R sont des involutions. Alors dans cette présentation du groupe, on n'a pas inclus P. P n'est pas un générateur, puisqu'en fait on a P qui est égal à R fois LR puissance 3, mais on va le retrouver souvent dans les analyses musicologiques parce qu'il a la même importance, en tout cas au niveau musical, que L et R. On a vu précédemment que, comme L et R, c'est une opération qui conserve 2 classes de hauteur et qui n'en fait bouger qu'une seule. Et on a une proposition qui est très intéressante, c'est que l'action du groupe PLR sur l'ensemble des 24 triades majeures et mineures est simplement transitive. Et donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on peut... en fait, on a un Generalized Interval System ici, et on peut utiliser les opérations du groupe PLR comme intervalle entre les accords. Donc, si on se donne 2 accords, majeur ou mineur, eh bien, il y a un seul élément du groupe PLR qui transforme la première triade en la deuxième.
Donc on peut considérer que cet élément de groupe est l'intervalle entre ces deux triades. Donc jusqu'ici, j'ai présenté deux groupes et leurs actions sur l'ensemble des accords majeurs et mineurs, le groupe TI et le groupe PLR, et on a une propriété entre ces actions de groupe qui est très importante, qu'on appelle la dualité de Lewin, qui est présentée ici et qui dit que les actions des groupes TI et PLR sur l'ensemble des 24 triades majeures et mineures commutent. Et donc on dit que ces deux groupes sont duaux au sens de Lewin. Alors il faut faire attention à la terminologie. Ici, on parle de groupe dual, mais ce n'est pas dans le même sens qu'on a en mathématiques pures. Par exemple, avec la dualité de Prandtl-Tyagin, on précise bien à chaque fois dual au sens de Lewin. On en a un exemple ici. Si on part de l'accord de mi bémol majeur et qu'on applique I2, on obtient l'accord de mi mineur. Et si ensuite on applique l'opération R du groupe PLR, on obtient l'accord de Sol majeur. Maintenant, si on fait ces deux opérations-là, mais dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'on part de Mi bémol majeur et qu'on applique d'abord R, on va obtenir l'accord de Do mineur. Si ensuite on applique l'opération I2, on obtient le même accord qu'on a vu précédemment, donc Sol majeur. Donc ce diagramme est commutatif. Les deux opérations R et I2 commutent, on peut inverser l'ordre, on obtiendra toujours le même résultat. Cette dualité au sens de Lewin, elle s'applique aux actions de groupe simplement transitives, et en fait elle découle directement du fait que les représentations régulières d'un groupe commutent, simplement l'action à droite et l'action à gauche d'un groupe commutent. Et donc si on a un groupe qui agit de façon simplement transitive à gauche sur un ensemble X, eh bien, il est possible de construire le groupe dual, donc dual au sens de Lewin, via une nouvelle action à gauche. Pour ça, en fait, on peut identifier bijectivement chaque élément de X à un élément de G. Il suffit de fixer un élément de X tel qu'il corresponde à l'identité du groupe. Et donc tout élément de X s'écrit de façon unique comme h de x0 pour un h dans le groupe G. Et donc on peut définir une nouvelle action à gauche de G sur X de cette manière-là, qui va commuter avec l'action initiale qu'on connaît. C'est un résultat qui est donné notamment par Thomas Fiore et Thomas Knoll dans cet article-là. Je reviens en aparté sur la version catégorielle qu'on a introduite juste avant, parce que la dualité de Lewin, en fait, on peut lui donner aussi une description catégorielle. Donc si on a une action simplement transitive à gauche, le foncteur S de G vers la catégorie des ensembles que représente cette action simplement transitive, c'est un foncteur qui est représentable, donc un foncteur de type homme. Et donc si on s'intéresse aux transformations naturelles de S vers S, eh bien on peut appliquer le lemme de Yoneda, et une transformation naturelle état de S dans S est entièrement déterminée par un élément de X, qui est l'image par S du seul objet de la catégorie G, ce qui veut dire en fait qu'une transformation naturelle est uniquement déterminée par un élément de G, puisqu'on a vu que les éléments de X peuvent être identifiés bijectivement avec les éléments de G. Et l'ensemble de ces transformations naturelles, état de S dans S, forme un groupe par composition verticale qui est isomorphe à G. Et il s'agit précisément du groupe dual au sens de Lewin, puisque si on applique texto la définition d'une transformation naturelle, donc ici on a les composantes de la transformation naturelle, donc directement l'application d'un élément G de G, on voit ici qu'on a l'action à droite du groupe G, qui donc commute avec l'action à gauche, d'où la dualité au sens de Lewin. Comme je l'ai dit, la dualité de Lewin est très importante pour l'analyse transformationnelle, en particulier pour les analyses de musique de film. Et maintenant qu'on a toutes les bases, je vais donner la réponse au quiz qu'on avait en début de présentation. Je vais vous montrer les extraits vidéo d'où étaient tirés les exemples audio que vous avez entendus. Donc le premier extrait était tiré du film Batman de Tim Burton. Donc voici l'extrait. Don't kill me, man! I'm not going to kill you. I want you to do me a favor. I want you to tell all your friends about me. What are you?
I'm Batman. C'est donc le thème de Batman, et le deuxième exemple audio a été tiré du film The Shadow, dont voici l'extrait. Donc le thème de Batman écrit par Danny Elfman et le thème de The Shadow écrit par Jerry Goldsmith 5 ans plus tard. Et si vous avez pensé que ces deux thèmes étaient un peu similaires, voire très similaires, eh bien en tout cas au niveau harmonique, c'est pas faux, puisqu'on peut analyser ces deux thèmes avec l'action du groupe PLR. Et donc le thème de Batman commence sur Si mineur. On a une oscillation vers Sol majeur via l'opération L, on revient sur Si mineur, et ensuite on part sur Do dièse majeur via l'opération composite LT6. Donc T6, c'est l'opération de transposition d'un triton. On compose d'abord par T6, ensuite avec l'opération L, et on passe ainsi de Si mineur à Do dièse majeur. Et dans le thème de The Shadow, on démarre de Do mineur, on va sur Sol dièse majeur via la même opération L, on revient sur Do mineur, et ensuite on va sur Ré majeur via l'opération LT6 à nouveau. Et le thème continue en redescendant d'un demi-ton à chaque fois pour revenir sur Do mineur, avec un petit changement de type d'accord. Et donc on a ici une illustration directe de la dualité de Lewin, puisque la séquence harmonique de The Shadow est en fait transposée par rapport à celle de Batman d'un demi-ton, mais puisque les actions du groupe TI et du groupe PLR commutent, on a exactement les mêmes labels en termes d'opérations qui transforment ces accords dans les deux cas. Si on avait utilisé les opérations du groupe TI pour mettre des labels sur ces flèches, donc pour définir les intervalles entre les accords, on aurait eu des labels très différents pour cette séquence-là et cette séquence-là. On peut se demander bien sûr si le thème de The Shadow n'est pas une sorte de plagiat du thème de Batman, et je pense que non, et qu'au contraire il faut y voir une forme d'hommage. Le personnage de The Shadow, c'est un personnage qui est très ancien, qui a été créé en 1931, si je me souviens bien, et on sait qu'il a inspiré le personnage de Batman qui a été créé en 1939, il me semble. En tout cas, ce sont des personnages qui sont assez similaires, ils opèrent tous les deux la nuit, ils combattent le crime. The Shadow se bat avec des pistolets, Batman, a priori, ne tue pas, mais en tout cas au début, pouvait avoir des armes à feu. Si vous avez un doute, il y a eu des crossovers dans les comics entre The Shadow et Batman, et donc il faut vraiment le voir comme une forme d'hommage, en tout cas d'hommage musical entre ces deux termes. Je pense que les hommages ne s'arrêtent pas là, puisqu'on peut aller voir ce qui se passe dans d'autres musiques de films, d'autres films Batman. Donc par exemple, donc les deux premiers Batman de Tim Burton, la musique était de Danny Elfman, les deux suivants, Batman Forever et Batman and Robin, la musique a été composée par Elliot Godlental, et on a ici aussi un thème principal pour Batman qui a été composé et qui est légèrement différent. Je vais vous le faire écouter sur un extrait. Shut it down. Wait a minute. Wait a minute.
ici, au lieu d'avoir LT6, on a ici PL. Ensuite, l'opération inverse LP, qui donc nous emmène de Do mineur vers Sol mineur et de Sol mineur vers Do mineur à nouveau. Et ensuite, au lieu d'avoir LT6, on a RT6. Donc une légère modification de la chaîne d'opération dans le groupe PLR, mais qui permet de rappeler le thème originel de Danny Elfman. Et puis un film donc très récent, le film The Batman de 2022, dont le thème principal a été composé par Michael Giacchino, et dont on va écouter un extrait. The hell are you supposed to be? Et donc, ici, c'est assez intéressant, on a donc le thème oscille entre Fa dièse majeur et Si bémol mineur. Si on regarde dans le groupe PLR, l'opération qui... l'intervalle, en fait, entre ces deux accords, c'est L. Donc on a une oscillation basée sur l'opération L entre ces deux accords qui ne va pas plus loin. Et donc je vais spoiler un petit peu le film, mais dans ce film, Batman est en construction, en fait, c'est un personnage en construction, donc qui n'est pas le Batman qu'on connaît. Et à mon avis, c'est pour ça que le thème ne va pas plus loin, donc on s'attendrait à avoir LT6 si c'était comme dans le thème de Danny Elfman, mais là on a juste l'oscillation L entre ces deux accords. Alors j'aimerais revenir sur la dualité de Lewin et pourquoi elle est aussi importante pour l'analyse musicale et pour les musiques de films. Et j'ai pris deux exemples, deux progressions harmoniques. Donc la première c'est Do mineur vers Sol dièse mineur, et donc l'intervalle entre les deux, en tout cas dans l'action du groupe PLR, c'est l'opération néo-riemannienne PL, donc l'opération néo-riemannienne composite PL. On applique d'abord L, puis P, et donc on passe ainsi de Do mineur à Sol dièse mineur. Alors on peut écouter ce qu'elle donne, donc Do mineur, Sol dièse mineur. Voilà. Et le deuxième exemple, c'est Mi bémol mineur vers Si mineur. Et l'intervalle entre ces deux accords, c'est la même opération néo-riemannienne PL, ce qui est normal, puisqu'en fait on voit que cette progression harmonique, c'est la transposée de celle-ci d'une tierce mineure. Et donc, par la dualité de Lewin, c'est normal qu'on retrouve le même intervalle, c'est-à-dire la même opération néo-riemannienne entre les deux. Et donc, Mi bémol mineur... Alors, je vais rejouer Do mineur, Sol dièse mineur, et ensuite Mi bémol mineur, Si mineur. Et la deuxième. Alors, on sent quelque chose d'un peu cliché derrière, et j'ai fait exprès de choisir de l'orgue pour jouer ces deux progressions harmoniques. On a une espèce de notion de quelque chose de maléfique qui a lieu. Alors l'opération néo-riemannienne PL s'est retrouvée par l'usage associée à cet affect, c'est-à-dire quelque chose de maléfique. PL, c'est une opération qu'on appelle aussi dans la littérature l'opération Tarnhelm, qui a pour origine la tétralogie de Wagner, et en particulier l'Or du Rhin. Donc, je vais vous montrer l'extrait auquel ça correspond. C'est donc l'Or du Rhin. Dans l'Or du Rhin, le Tarnhelm, c'est un casque magique qui a été forgé à partir de l'Or du Rhin et qui permet à celui qui le porte de se transformer en ce qu'il veut. Donc on va écouter l'extrait. Donc vous verrez dans la vidéo un compte à rebours avant que l'opération ait lieu et qu'elle soit appliquée harmoniquement. E stim in penso che
Gestalt soll ich hier vor dir stehen? Die welche du willst. Nur mach vor Staunen mich stumm. Et un autre exemple typique de l'opération Tarnhelm, donc de l'opération néo-riemannienne PL, on le retrouve dans Star Wars, dans la marche impériale. Et la marche impériale est tellement typique qu'elle a été reprise par exemple dans Rogue One, et donc on retrouve aussi l'opération Tarnhelm dans Rogue One. Et vous en avez de nombreux autres exemples. Alors par exemple, si vous regardez la série Buffy contre les vampires, vous avez un exemple de Tarnhelm dans quasiment chaque épisode. Vous en avez aussi de nombreux exemples dans Le Seigneur des Anneaux. Vous pourrez regarder la suite de cette vidéo où j'ai fait une compilation non exhaustive des exemples de Tarnhelm dans les musiques de films. Et donc c'est pour ça que la dualité de Lewin est aussi importante, c'est que même si on est sur des niveaux de transposition différents, on va retrouver la même opération néo-riemannienne, et donc le même affect. Et c'est ce qui nous permet d'appliquer avec succès le groupe PLR à l'analyse de musique de film, ou en tout cas à une sous-partie stylistique très particulière qu'on appelle le chromatisme pantriadique. Et là je vous réfère au livre de Frank Lehman, Hollywood Harmony, qui est absolument fabuleux, et dans lequel Frank Lehman définit le chromatisme pantriadique. Il le définit comme une organisation harmonique qui est dominée par des triades majeures et mineures, et qui est caractérisée en particulier par, d'une part, la non-diatonicité, c'est-à-dire que les classes de hauteur qu'on va trouver dans ce style ne se rapportent pas à un ensemble diatonique ou quasi-diatonique, donc par exemple une simple gamme majeure comme on peut avoir d'habitude. Donc la non-diatonicité d'une part. La non-centricité, c'est que le chromatisme pantriadique ne se rapporte pas sans équivoque à une seule tonalité au-delà de quelques accords. Donc pendant quelques accords, vous pouvez identifier une tonalité, mais ça va bouger très très vite. Et la non-fonctionnalité, c'est que vous n'avez plus les processus fonctionnels classiques tels que les mouvements par quinte, les cadences, et à la place, vous allez trouver d'autres processus fonctionnels. Parmi ces processus fonctionnels, vous avez ce que Frank Lehman appelle les progressions absolues, qui sont en fait des relations harmoniques, par exemple entre deux accords, qui doivent être prises comme des entités autonomes, c'est-à-dire indépendamment de toute connexion dans un contexte tonal. La transformation de Tarnhelm, c'est un exemple de progression absolue, elle est associée à un affect très particulier. Et souvent, ces progressions absolues sont mises en valeur par des oscillations harmoniques. Donc, on a vu précédemment dans le thème de Batman une oscillation harmonique via l'opération L, donc on va à un accord et on revient, et souvent c'est répété une fois, deux fois, éventuellement trois fois. Vous avez d'autres processus fonctionnels que je ne vais pas détailler ici, mais que Frank Lehman évoque dans son livre. Ici, je vais me concentrer sur les progressions absolues. Alors j'aimerais vous donner quelques exemples de progression absolue, et je vais commencer par la transformation T6. T6, c'est la transposition par un triton. Alors d'habitude, quand on évoque le triton en musique, on se dit « Ah tiens, c'est le Diabolus in musica, le diable en musique ». Il faut vraiment démystifier le triton, et je vous renvoie sur la super vidéo d'Adam Neely sur YouTube, que je mets en description, qui démystifie complètement le triton. Si je devais vous donner qu'un exemple,
Ce serait l'intro des Simpsons. Voilà, on a un super exemple de triton ici. J'ai pas pris les Simpsons complètement au hasard. La musique d'intro. La musique d'intro des Simpsons a été composée par Danny Elfman, donc ça fait le lien avec le thème qu'on a vu juste avant. Mais ça, c'est un triton mélodique, et là, j'aimerais parler de la transformation T6 entre accords, donc T6 appliqué sur des accords. On en a deux versions. Donc, par exemple, vous avez T6 appliqué sur des accords majeurs. Donc, si on prend, par exemple, l'accord de Ré majeur, Ré, Fa dièse, La, et qu'on applique l'opération T6, on obtient l'accord de Sol dièse majeur. Et vous voyez que cette transformation T6 a plein de caractéristiques intéressantes. Déjà, c'est une inversion centrale. On voit que Ré est envoyé vers Sol dièse, Mi bémol est envoyé vers La, etc. C'est une inversion centrale. On a la notion de triton, donc c'est l'intervalle le plus grand qu'on puisse trouver entre les classes de hauteur. Mais au niveau des accords, on s'aperçoit qu'on a quelque chose de particulier. On se retrouve avec un accord dont deux classes de hauteur finalement sont pas si éloignées, ça ne bouge que d'un demi-ton entre les deux. Et ici, une classe de hauteur qui fait un écart complet, donc on va de Do à Fa dièse. On a aussi une version mineure, donc la transformation T6 n'est pas une transformation qui change le type de l'accord. Donc si on l'applique sur, par exemple, Fa mineur, Fa, Sol dièse, Do, on obtient l'accord de Si mineur. On voit ici qu'on a les mêmes caractéristiques qu'en majeur, on a une inversion centrale, mais on a aussi une proximité entre certaines classes de hauteur, et une très grande distance entre d'autres. Et donc on a des propriétés un peu particulières sur cette transformation T6, ça évoque déjà quelque chose de complètement différent, parce qu'on a un intervalle qui est très grand, un intervalle de triton, mais aussi quelque chose d'un peu proche, puisque finalement ici on a des intervalles assez petits entre les classes de hauteur qui composent les accords transformés. Et je vous renvoie sur ces deux articles, donc déjà le livre de Frank Lehman, évidemment, Hollywood Harmony, où il en discute en particulier, mais aussi cet article de Scott Murphy, où il analyse la transformation T6 majeure dans les films de science-fiction. C'est un article que vous pouvez trouver en ligne, qui est librement accessible, et où en fait il relie ces propriétés de la transformation T6, le fait que ça soit à la fois proche et distant, avec ce qu'on peut trouver dans les musiques de films de science-fiction. Et j'aimerais vous montrer quelques exemples. J'ai fait une compilation de transformations T6 qu'on peut retrouver alors soit dans des opéras, soit dans des musiques de films, et je vais vous passer ces exemples. Voilà, c'est des exemples que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube, et il y a aussi plein d'autres vidéos que j'aurai pas le temps de présenter ici, mais voilà. Donc de la même manière qu'avant, vous verrez des comptes à rebours juste avant que les transformations T6 aient lieu. And yet I can't recall any sunrise before it.
watched the whole magnificence of the dawn for the last time as if it were the first. And then I said farewell to sunlight and set out to become what I became. Your overconfidence is your weakness. Your faith in your friends is yours. It is pointless to resist, my son. Everything that has transpired. Short-circuited. That's funny. The damage doesn't look as bad from out here. Are you sure this thing is safe? How come you're in such a good mood, huh? Because today I get to fly that. Alors, on voit ici, on a vu deux cas d'application de T6, donc T6 majeur et T6 mineur. Donc souvent, T6 majeur est utilisé sur des situations un peu grandioses, donc on l'a vu sur les films de science-fiction, alors que T6 mineur a plus un affect de choses maléfiques. On l'a vu avec l'Arche d'Alliance dans Indiana Jones, on l'a vu aussi avec l'Empereur dans Star Wars. Oups, j'ai un petit problème de... Hop. Petit problème technique de vidéo qui se lance à robot. Donc on a deux affects particuliers pour cette transformation T6. Alors comme autre exemple de transformation néo-riemannienne qui est souvent utilisée dans des progressions absolues, on a la transformation qu'on appelle slide ou S. Alors on peut la considérer comme un composite RPL des opérations néo-riemanniennes de base. On peut aussi la voir comme une opération atomique, et son action sur les accords majeurs et mineurs, c'est de prendre un accord mineur et de l'envoyer sur l'accord majeur dont la tonique est un demi-ton en dessous. Et comme c'est une évolution, c'est une involution, pardon, c'est une opération qui se fait vice-versa. C'est une opération dont l'utilisation dans la musique de film est relativement récente, à partir, on va dire, des années 90.
Frank Lehman l'a étudié en particulier dans la représentation du génie dans les musiques de films. Et j'aimerais vous en montrer quelques exemples. Alors c'est une opération qui est souvent associée à des phénomènes un peu mystiques ou supernaturels. J'aimerais vous en montrer quelques exemples, mais pas tous, parce que malheureusement on ne va pas avoir assez de temps. Et donc quelques exemples tirés de films récents. Yocho drew a perfect circle. Freehand. Perfection is a powerful message. I know what the Zen masters would say. What's that? This ball wants to be caught. No, nobody built this thing looking into their third eye, Beth. They went to a lot of trouble and they didn't do it for nothing. Something put this... Sálvame, Señor, yo no quiero morir. Oh my God. Yo no quiero morir. And judging by the decor, we're in your mind, aren't we, Arthur? What are you doing this too soon? I know, but the train's collapsing. Try to keep State of Wonder a little bit longer. We're almost there. Voilà, donc vous pourrez trouver d'autres exemples d'utilisation de slides sur les vidéos de compilation que j'ai sur ma chaîne YouTube. Il y en a aussi une autre qui rassemble aussi d'autres exemples, S et T6. Et puis un autre exemple de transformation néo-riemannienne, les transformations F et N. Alors F et N, c'est des opérations néo-riemanniennes qu'on peut voir comme des transformations composites. On peut exprimer F sous la forme PRL et N sous la forme PLR. On peut aussi les voir donc comme des transformations atomiques quand elles sont utilisées dans des progressions absolues. Alors l'action de F sur un accord majeur, comme par exemple Do majeur, c'est de l'envoyer sur un accord mineur dont la tonique est située 7 demi-tons au-dessus, et vice-versa, puisque F est une involution. Et l'action de N sur un accord majeur, c'est de l'envoyer sur un accord mineur dont la tonique est située 5 demi-tons au-dessus. Et encore une fois, vice-versa, puisque N est aussi une involution. Et je vous renvoie sur la thèse de Daniel Obluda, une thèse récente, où il analyse l'utilisation de ces transformations F et N, et en particulier, il montre qu'elles sont souvent associées à des affects de grandiose ou d'émerveillement, voire aussi d'héroïsme ou d'aventure. J'aimerais vous en montrer quelques exemples, en particulier pour les transformations F. Encore une fois, vous pourrez voir le reste de ces exemples directement sur les vidéos de compilation. You are tracking the footsteps of two young hobbits. Where are they? They passed this way the day before yesterday. They met someone they did not expect. Does that comfort you? Who are you? Show yourself! It cannot be.
Voilà, donc on a vu principalement les opérations F, vous pourrez voir les opérations N dans cette même vidéo. On peut résumer toutes ces transformations néo-riemanniennes dans ce que j'appelle le tonnet des transformations. Le tonnet tout court, c'est un espace géométrique construit à partir des accords majeurs et mineurs, donc on prend les accords majeurs et mineurs. Chaque nœud est une classe de hauteur, et donc un triangle en fait va être un accord. Donc ici on a par exemple un accord majeur Do Mi Sol, et on va joindre les triangles par les classes de hauteur en commun. Donc on a Do majeur ici, et Mi mineur sur ce triangle-là, qui partage avec Do majeur les classes de hauteur Mi et Sol. Et donc on peut construire comme ça un espace géométrique qui, en réalité, a la topologie d'un tore. Vous pourrez vérifier que ça se recolle ici sur les bords en haut et sur les bords de côté, et dans lequel on retrouve aussi nos opérations néo-riemanniennes, puisque pour passer de Do majeur à Do mineur, on conserve Do et Sol comme classe de hauteur, donc on a ici le passage AP. Et comme le groupe PLR agit simplement transitivement sur les accords majeurs et mineurs, et ben, au lieu de donner le label des accords sur chacun de ces triangles, on peut donner, après avoir choisi un triangle particulier, donc un accord particulier comme référence, on peut attribuer un label dans le groupe PLR à chacun de ces triangles. Et c'est ce que j'ai représenté ici, uniquement pour les involutions, c'est-à-dire les opérations qui changent le type de l'accord. Donc vous retrouvez ici les opérations néo-riemanniennes de base PLR, vous avez ici les opérations qu'on a vues précédemment, donc slide, S, F et N. Vous avez alors la transposition T6, qui est pas une involution, mais qui est une involution, pardon, mais qui ne change pas le type de l'accord et que j'ai gardé ici, et vous avez autour de T6 des opérations supplémentaires que j'ai labellées ici PT6, LT6 et RT6, et deux involutions qui n'ont pas vraiment de nom dans la littérature, que j'appelle X et Y, je ne vais pas les détailler ici. Mais voilà. Donc vous avez ce résumé des opérations néo-riemanniennes dans ce tonnet des transformations. Maintenant, j'aimerais revenir sur une petite allusion que j'ai faite en début de présentation, où j'avais dit, tiens, on utilise un objet mathématique où on met des accords sur les nœuds, on met des labels sur les arêtes, et effectivement, depuis le début, je vous présente des analyses avec des graphes labellisés, comme par exemple celui-ci, c'est le thème de The Shadow, où on a pour chaque nœud un accord, majeur ou mineur, des flèches qui sont labellisées avec les opérations du groupe néo-riemannien PLR. Et ça me permet d'aborder la partie recherche qu'on a menée avec Moreno Andreatta et André Erasman sur les réseaux analytiques dans les théories transformationnelles, où on a essayé justement de formaliser ces objets, ces graphes labellisés. Et leur origine, en fait, viennent de ce qu'on appelle les réseaux de Klumpenauer, qui sont des outils analytiques qui ont été introduits par Henri Klumpenauer et David Lewin dans les années 90, surtout pour étudier les classes de hauteur et leurs relations. Alors informellement, les réseaux de Klumpenauer, ce sont des graphes dirigés, où sur les nœuds, on va mettre des classes de hauteur, et sur les arêtes, on va utiliser des transformations du groupe TI, donc ce qu'on a vu tout à l'heure, le groupe TI qui agit sur les classes de hauteur, tels que ces labels sont compatibles avec les nœuds et que la composition des transformations est respectée. Donc on a un exemple ici de réseau de Klumpenauer, où I2 est bien la transformation qui, appliquée à Mi, donne Si bémol, et T9 est bien la transformation qui est appliquée à Si bémol, donne Sol, et la composition de T9 et de I2 est bien la transformation I11 qui prend Mi et qui donne Sol. Un des soucis avec les réseaux de Klumpenauer et les réseaux transformationnels en général, c'est qu'il n'y a pas vraiment de définition générale. Alors Lewin avait été un des premiers à définir les réseaux transformationnels par une série de définitions et de conditions qui faisaient en sorte que l'application des transformations sur les nœuds respectait l'action de groupe, et que la composition des labels sur les arêtes était respectée.
D'autres auteurs ont rajouté des conditions supplémentaires sur les réseaux transformationnels qui sont parfois incompatibles entre les différents auteurs. Dans les réseaux transformationnels, les conditions de composition des labels qui sont sur les arêtes font fortement penser à la théorie des catégories, où on a comme définition même des catégories la composition des morphismes. Et donc, notre travail a été d'essayer de formaliser les réseaux transformationnels en utilisant la théorie des catégories. Et donc, pour ça, on va généraliser ce qu'on a vu précédemment dans cette présentation en remplaçant le groupe G par une catégorie C beaucoup plus générale, avec un foncteur vers la catégorie des ensembles. Et ce n'est pas une idée qui sort complètement de nulle part, parce que si on regarde en fait la définition des Generalized Interval Systems de Lewin, en fait, il a quasiment défini des catégories. Parmi les innombrables définitions des catégories, il y a celle qui dit que c'est un objet monoïdal dans la catégorie des multidigraphes à ensemble de nœuds donnés. Donc, on a ici un tel exemple, et la composition en fait, de cette fonction intervallique en fait, donne quasiment la définition d'une catégorie. Au cours de notre travail de formalisation, nous avons proposé la définition des poly-Klumpenauer networks qui généralisent la notion de réseau de Klumpenauer, qu'on appelle aussi PKNet, et dont la définition est donnée par ce diagramme-là. Donc on a une catégorie C et un foncteur S de C dans sets, dans la catégorie des ensembles. On a également une petite catégorie delta et un foncteur R de delta dans sets. Et ce qu'on appelle un PKNet, on le définit par un quadruplet RSF phi, où F est un foncteur de delta dans C, et phi est une transformation naturelle de R vers SF. En fait, la catégorie C et le foncteur S de C dans sets généralisent l'action de groupe, donc ça va être le contexte de l'analyse, et la catégorie delta et le foncteur R de delta dans set va être le squelette du réseau transformationnel. Ça nous permet en fait d'avoir des exemples de réseaux qui sont beaucoup plus généraux que les réseaux de Klumpenauer. Donc vous en avez un exemple ici, où en fait, dans chaque nœud, eh bien, on peut mettre un ensemble, par exemple, de classes de hauteur, et pas seulement une seule classe de hauteur. Et donc là, on a ici, alors c'est en notation anglaise, on a ici Do et Mi bémol, qui sont transformés par le triton, l'opération de transposition T6 en Fa dièse et La. Et on peut même changer la cardinalité de l'ensemble, puisque ici, on injecte ces deux classes de hauteur dans cet ensemble-là. Donc la transposition I11 envoie Fa dièse et La sur Fa et Ré, et on a une classe de hauteur supplémentaire ici, Si bémol, et donc la composition I11 T6 donne bien I5. Et cette représentation-là, en fait, c'est une représentation simplifiée de la machinerie que j'ai présentée avant, du diagramme que j'ai présenté avant, où on va avoir donc un squelette donné par la catégorie delta, donc avec 3 objets, et 3 morphismes non triviaux entre ces objets. Le foncteur F, ici, labellise ces morphismes et leur donne une opération du groupe TI. Donc on envoie F sur T6, G sur I11 et le composite GF sur I5. Et donc ensuite, on voit que le foncteur F envoie ces objets dans la catégorie des ensembles. Ici, un ensemble à 2 éléments et 3 éléments. Et automatiquement, c'est la beauté en fait de la théorie des catégories, c'est que la transformation naturelle, les définitions même de la transformation naturelle, nous assurent que l'action des éléments du groupe TI est bien respectée, et que donc Do va être effectivement envoyé sur Fa dièse, et que Fa dièse va être envoyé sur Fa par toutes ces opérations, et que la composition est respectée. Donc on voit ici l'avantage de la théorie des catégories, où les notions de foncteurs et de transformation naturelle nous donnent d'emblée nous permettent d'emblée de respecter toutes les conditions de compositionnalité et d'action sur les éléments musicaux.
Alors, puisqu'on parlait de multigraphe tout à l'heure, on peut remarquer en aparté qu'un pKNet, c'est presque un morphisme de graphe. Ici, on a la définition d'un pKNet, et si on prend pour les foncteurs R et S la catégorie des éléments, donc cette catégorie-là au-dessus de la catégorie delta et cette catégorie-là au-dessus de la catégorie C, eh bien la transformation naturelle, enfin la combinaison de la transformation naturelle phi et du foncteur F nous donne un foncteur entre ces catégories qui rend ce diagramme commutatif. Et donc, ici, on peut prendre le foncteur d'oubli vers la catégorie des multidigraphes pour obtenir un morphisme de graphe. Alors, en faisant ça, on perd la compositionnalité, qui est caractéristique des catégories, mais donc on peut tout à fait obtenir un morphisme de graphe. Donc, avec cette formalisation catégorielle des réseaux transformationnels, on peut tout à fait représenter des analyses musicales sous forme de réseau, en particulier sous leur forme simplifiée, comme par exemple ici. Je reviens sur les musiques de film et j'aimerais évoquer les transformations presque T6. Alors presque T6, c'est l'appellation que je leur donne. Ce sont les transformations PT6, LT6 et RT6 que l'on voit ici, qui sont obtenues à partir de la transposition T6 par application supplémentaire d'une des opérations néo-riemanniennes de base, donc P, L ou R. Et comme on sait que P, L ou R conservent deux classes de hauteur, mais pas la troisième, on a en fait avec ces transformations-là des transformations qui, appliquées sur un accord donc majeur ou mineur, vont changer deux classes de hauteur par un triton, mais pas la troisième. Donc elles sont presque T6. Et donc on les voit ici dans le tonets des transformations qu'on a vu précédemment, mais j'ai rajouté des informations supplémentaires dans ce tonets-là. J'ai en particulier coloré en rouge les accords majeurs ou mineurs qui partagent au moins une classe de hauteur en commun avec l'accord de référence. Donc si notre accord de référence est ici, tous ces accords-là en fait partagent au moins une classe de hauteur en commun avec cet accord. Et puis j'ai représenté en jaune les accords majeurs ou mineurs qui appartiennent à la gamme diatonique que définit cet accord majeur. Donc si ici c'est l'accord de Do majeur, la gamme diatonique qu'il définit c'est la gamme de Do majeur, et donc on va avoir les accords de Do majeur, Ré mineur, Mi mineur, Fa majeur, Sol majeur, etc. que j'ai représenté en jaune. Et donc ce qu'on voit ici, c'est que les transformations presque T6 ainsi que la transformation T6 et la transformation H, qu'on appelle hexatonic pole, dont je n'ai pas parlé ici, mais que vous pourrez aller voir dans les vidéos de compilation sur la chaîne YouTube, eh bien nous emmène dans un endroit assez particulier du tonès des transformations, qui n'a rien à voir avec l'accord de référence, c'est-à-dire ni au niveau des classes de hauteur, ni au niveau de l'échelle diatonique. Et cette propriété de presque T6, on la retrouve dans les musiques de films. Alors je vais vous en montrer quelques exemples. J'ai fait une compilation. Alors ce sont surtout des exemples qui se retrouvent dans des contextes un peu magiques, supernaturels, mystiques. Il faudrait évidemment une analyse un peu plus poussée et plus exhaustive de tous ces exemples. Je vais déjà vous les montrer. You guys look.
Alors jusqu'ici, on a des exemples surtout de RT6. Je vais vous montrer quelques exemples de LT6. I have magic hair that glows when I sing. What? I have magic hair that glows when I sing. Flower gleam and glow, let your power shine. Je pourrais pas évidemment tous vous les montrer ici. J'aimerais vous présenter quelques exemples intéressants où l'aspect même de transformation presque T6 peut avoir un lien avec ce qui est raconté dans le film. Alors le premier exemple que je vais prendre, c'est la création de Dr. Octopus dans Spider-Man 2. Alors, je vais vous montrer la scène directement. Et ensuite, on va voir exactement qu'est-ce qui se passe au niveau harmonique. Donc, regardez bien comment les changements d'accords en fait, sont synchronisés avec les changements de plan durant cette scène. Alors, la progression harmonique de cette scène est représentée ici, et on voit que RT6 apparaît à un moment particulier de la transformation de Dr. Octopus, puisque c'est le moment où l'interfaçage avec ses bras robotisés commence, et on voit juste les bras trembler. À ce moment-là de la transformation, l'appareillage la sécurité qui permet d'éviter au bras de prendre le contrôle de son esprit est encore présente. Donc on n'a pas tout à fait Dr. Octopus. Et donc la transformation qui est utilisée ici, c'est pas une transformation T6 qui aurait été une inversion complète et qui aurait donné l'autre personnalité, l'autre face du vilain. On a une transformation qui est presque T6, donc RT6 en l'occurrence, qui anticipe la future transformation en super vilain. Et vous aurez remarqué la transformation F à la fin, donc on a dit souvent associée à des effets de grandiose, ce qu'on voit très bien dans la scène du film. J'aimerais ici montrer un autre exemple de transformation presque T6, donc qu'on peut aussi associer à une transformation incomplète en super vilain, et aussi montrer qu'on peut combiner analyse néo-riemannienne et analyse dans un contexte tonal. C'est un point que Frank Lehman mentionne dans son livre Hollywood Harmony. La scène qu'on va regarder, c'est la naissance de Sandman dans Spider-Man 3. Je vais vous passer la scène.
La scène commence en do dièse mineur et on a 2 opérations néo-riemanniennes qui interviennent à des moments particuliers de la scène. La première, c'est l'opération néo-riemannienne L qui nous emmène de do dièse mineur vers la majeure et qui coïncide avec la première tentative ratée de Sandman de se constituer, on le voit qui s'écroule. Et la deuxième opération néo-riemannienne, c'est une opération presque T6, c'est LT6, qui nous emmène de do dièse mineur vers mi bémol majeur et qui permet de conclure la scène sur sol dièse majeur. Et ce qu'il faut remarquer ici aussi, c'est l'importance de sol dièse majeur. Il apparaît au début, mais dans le contexte d'une gamme de do dièse mineur, c'est un accord qui n'a pas tout à fait sa place, puisqu'on s'attendrait à un accord du 5e degré mineur. Or ici, on a un accord sur le 5e degré, mais majeur. Donc sol dièse majeur n'est pas tout à fait à sa place. Et finalement, en fait, c'est l'opération presque T6 qui nous permet d'arriver sur mi bémol majeur et d'avoir cette cadence parfaite, donc une cadence tout à fait classique, une cadence 5-1, sur laquelle, en fait, sol dièse majeur assume la place de premier degré. Et on s'aperçoit, en regardant la scène, que c'est le moment où Sandman expire. Donc c'est vraiment LT6 qui permet de donner naissance, en quelque sorte, à Sandman. J'aimerais maintenant aborder un autre point dans l'analyse transformationnelle, qui est la composition des opérations, et qu'on a aussi dans la théorie des catégories, puisque la composition des morphismes est un élément principal de la définition des catégories. Si vous avez, par exemple, cette progression harmonique, donc Fa majeur vers Fa dièse, Fa majeur vers Fa mineur via P, et ensuite Fa mineur vers Do dièse mineur via l'opération PL, c'est-à-dire l'opération Tarnhelm, eh bien, en fait, vous avez de Fa majeur à Do dièse mineur une opération PLP, qui est l'opération hexatonique pôle. Elle va peut-être pas s'entendre si vous écoutez ces 3 accords en succession, mais elle est en quelque sorte cachée derrière. Et dans ces exemples de composition de transformation, j'aimerais vous présenter un exemple tiré de Doctor Strange 2. Donc attention, il y a des spoilers massifs. Si vous n'avez pas vu Doctor Strange 2, vous pouvez sauter cette partie-là de la vidéo. Pour ceux qui ont vu le film, j'aimerais parler de la scène où Doctor Strange se retrouve dans un univers parallèle face à une statue de lui-même. Donc je vais vous jouer la scène. Voici. Give his life defeating Thanos? Yeah, see, we're not all bad. Alors, dans cette scène, on a en fait les 2 thèmes de Doctor Strange. Donc, la musique de Doctor Strange 2 a été composée par Danny Elfman, alors que la musique du premier Doctor Strange avait été composée par Michael Giacchino. Dans cette scène-là, on entend le premier thème de Doctor Strange par Danny Elfman, au milieu le thème de Doctor Strange 1 par Michael Giacchino, et ensuite à nouveau le thème de Doctor Strange 2 par Danny Elfman. Et si on regarde la progression harmonique, on a une progression qui va de Fa mineur à Mi majeur via l'opération Slide, qu'on a déjà vu précédemment, puis vers Si mineur via l'opération F, et ensuite vers Sol majeur et Mi bémol mineur via L et H. L'utilisation de slide, elle se comprend assez bien, puisqu'on voit une statue, c'est quelque chose d'un peu étrange, on est dans un univers qui est très différent, donc on a cet aspect un peu supernaturel, mystique. L'utilisation de F se comprend assez bien aussi, c'est une sensation d'émerveillement, un peu pas tout à fait de grandiose, mais en tout cas d'émerveillement. Et l'utilisation de H, dont finalement j'ai pas beaucoup parlé dans cette présentation, mais dont vous pouvez aller voir les exemples et surtout l'article de Richard Cohn que je cite sur la chaîne YouTube.
est associé avec une idée d'étrangeté, et c'est effectivement, ça coïncide dans la scène avec le moment où on voit Stephen Strange et sa statue dans le même plan, donc c'est un moment tout à fait étrange, et donc on a cette progression harmonique particulière. Mais en fait, dans le groupe néo-riemanien PLR, on a une opération, on a la relation entre S et F, qui est la suivante, qui est S est égal à F fois T6. Et donc, ça signifie que, caché en fait derrière dans cette progression harmonique, on a une opération T6 ici, entre Fa mineur et Si mineur, et de la même façon, caché derrière L et H, on a une opération LP, qui est une sorte de Tarnhelm. T6 mineur d'ailleurs. Donc T6 mineur dont on a vu que c'est associé à des choses un peu noires, un peu maléfiques, et Tarnhelm, ou en tout cas Tarnhelm-like, qui est aussi associé à des choses un peu maléfiques. Et donc, encore une fois, il va y avoir des spoilers. Jusqu'à présent, on a la statue de Doctor Strange, donc a priori un mémorial d'un Doctor Strange héroïque, et on apprend, si vous avez vu le film, on apprend beaucoup plus tard que en fait ça cache un mensonge, et que le Doctor Strange dans cet univers était quelqu'un de plutôt maléfique, qui avait été en tout cas corrompu par le Darkhold, le livre noir maléfique, d'où en fait ces transformations, probablement l'utilisation de ces transformations T6 mineur et Tarnhelm. À présent, j'aimerais revenir sur des aspects plus mathématiques de notre formalisation des réseaux transformationnels. On a vu précédemment comment on pouvait définir la notion de réseau transformationnel en utilisant la théorie des catégories. Maintenant, ce que j'aimerais présenter ici, c'est comment on peut transformer ces réseaux, en quelque sorte une notion de morphisme de réseau transformationnel. On l'a défini, je donne la définition ici, qui est une définition un peu compliquée. On l'a définie de manière générale par la notion de pk-homographie, donc entre deux pk-net RSFI et RS'F'I'. Donc on suppose que les deux pk-net ont le même squelette. On pourrait donner une définition plus générale, mais on va se contenter de celle-là pour l'instant. Et elle consiste en la donnée de deux choses. Un foncteur n de C vers C', tel que f' égale nf, ça permet en fait de transformer, ce foncteur permet en fait de transformer les labels qui sont donnés sur les arêtes du réseau transformationnel, et une transformation naturelle nue de SF vers S'F', tel que Φ' est égal au composé nu F. Et cette transformation naturelle va nous transformer les éléments musicaux. Et cette pk-homographie, on va l'appeler une pk-isographie si n est un isomorphisme et nu une équivalence, c'est-à-dire une transformation naturelle bijective. Et dans ce cas-là, notre pk-homographie est effectivement une pk-isographie, c'est-à-dire qu'elle va être réversible. Parmi les homographies de pk-net, on va distinguer des types particuliers d'homographie, et le premier type, ce sont les homographies complètes. Ce sont des homographies telles que la transformation naturelle nue de SF vers S'F' peut s'écrire sous la forme d'un composé nu tilde F, avec nu tilde d'une transformation naturelle de S vers S'N. Donc ce sont en fait des homographies où c'est le contexte de l'analyse, ce fameux foncteur S de C vers la catégorie des ensembles, qui va être complètement transformé. Et on a un résultat assez intéressant, c'est que si la catégorie C ici est un groupe, et que le foncteur S est représentable, alors l'ensemble des isographies complètes, donc qui est en fait le groupe d'automorphisme de ce foncteur S, est isomorphe au groupe holomorphe, donc le produit semi-direct de G et du groupe d'automorphisme de G. Et dans ce groupe des isographies complètes, eh bien, on a un sous-groupe distingué qui est isomorphe à G, c'est celui-ci, et qui correspond aux pk-isographies de ce type-là. Et on retrouve ici le groupe dual au sens de Lewin de G, mais dans un contexte beaucoup plus général, puisque ici on a beaucoup plus de transformations de ce foncteur S. Alors on va retourner sur The Shadow pour présenter une application de ces homographies, de ces isographies complètes, et on va le présenter sur le leitmotiv de Shi Wan Kan, qui est le super vilain dans The Shadow.
la première occurrence de ce leitmotiv, elle est dans cette scène que je vais vous montrer. Voilà. Donc, on a une succession de 4 accords, mi bémol mineur, mi majeur, sol mineur, mi bémol mineur. Et les transformations entre ces accords, ce sont LRL, RT6, PL. Et les occurrences ultérieures du leitmotiv de Shi Wan Kan sont un petit peu différentes. Je vais vous montrer l'occurrence ultérieure. Les autres sont exactement construites sur le même principe, sur les mêmes accords, ou en tout cas sur le même principe harmonique. Hop. Et donc là, on a Do dièse mineur, La majeur, Fa mineur, Do dièse mineur. Et les transformations qui relient ces accords, ce sont L, H et PL. Et on peut montrer qu'il existe 2 pk isographies distinctes qui relient ces 2 pk-nets, c'est-à-dire qu'on a en fait un morphisme de pk-net de réseau entre le réseau du haut et le réseau du bas, via, par exemple, la pk isographie qui envoie l'opération néo-riemannienne L sur R et l'opération néo-riemannienne R sur RLR, et donc le reste des transformations des opérations néo-riemanniennes peut s'en déduire, et la transformation naturelle qui envoie un accord majeur sur l'accord majeur dont la tonique est située 5 demi-tons au-dessus, et un accord mineur sur un accord mineur dont la tonique est située 2 demi-tons en dessous. Alors mon analyse est un peu courte, puisqu'il faudrait montrer ensuite en quoi cette péco-isographie se relie au contenu du film, et c'est là que je suis en défaut. En tout cas, mathématiquement, on a bien un morphisme de réseau transformationnel entre celui-ci et celui-là. Un deuxième type d'homographie entre réseaux, de morphisme entre réseaux, ce sont les homographies locales, qui sont des pk-homographies telles que la transformation naturelle nu de SF vers S'F', peut s'écrire sous la forme S nu chapeau, avec nu chapeau une transformation naturelle de F vers F' égale NF. Ce que ça signifie, c'est que ces homographies locales permettent de transformer des réseaux par transformation locale des nœuds. Je ne vais pas détailler ici la définition catégorielle, mais si je reprends par exemple mes 2 leitmotifs de Shi Wan Kan qu'on a vus précédemment, eh bien on peut aussi les transformer par une homographie locale, ici en passant de mi bémol mineur à do dièse mineur par l'opération néo-riemannienne RL-RL, de mi majeur à la majeur par LR, et on voit ici pour les autres accords mineurs par la même transformation néo-riemannienne RL-RL. On voit ici quelque chose d'assez ordonné, d'assez symétrique au niveau de cette homographie locale. Encore une fois, l'analyse est un peu courte, elle s'arrête là parce qu'il faudrait pouvoir la relier avec le contenu du film, et c'est là que je suis à nouveau pris en défaut. Pour conclure cette présentation, j'aimerais donner quelques perspectives en s'appuyant sur l'approche catégorielle qu'on a utilisée. Alors, on a jusque-là surtout utilisé des actions de groupe, et en particulier l'action du groupe PLR sur les accords majeurs et mineurs. On a vu qu'on pouvait l'interpréter dans un contexte de théorie des catégories comme un foncteur S de G dans la catégorie des ensembles. À partir de là, où est-ce qu'on peut aller ? La première idée, ce serait de changer de groupe. Donc, le groupe PLR, c'est le groupe il est isomorphe au groupe diédral D24, qui est une extension de Z12 par Z2. Ce n'est pas la seule extension possible, il y en a d'autres que j'avais évoquées dans un article en 2013, et qu'on pourrait envisager pour faire des analyses de progression harmonique. Une deuxième perspective, ce serait de substituer une catégorie C au groupe G,
Par exemple, un groupoïde. C'est une piste qu'on a travaillé avec Moreno Andretta et André Erasman dans un article récent de 2019. En particulier, si vous voulez rajouter plus de classes d'accords, donc pas seulement majeur, mineur, mais peut-être éventuellement des accords diminués, vous avez à ce moment-là plus intérêt à utiliser un groupoïde. Et puis, vous pouvez aussi changer la catégorie qui se trouve en bas, ici. Jusque-là, on a utilisé la catégorie des ensembles finis, 7. On pourrait utiliser la catégorie des ensembles et des relations entre elles, donc rel. Éventuellement, si vous avez un quantal Q, vous pouvez utiliser la catégorie des ensembles et des relations à valeur dans Q, ou vous pouvez utiliser la catégorie des espaces vectoriels. Un exemple d'utilisation des ensembles et des relations entre ensembles, donc pas seulement des fonctions, mais des relations binaires entre ensembles, c'est le CubeDance, qui est un graphe pour la relation P10, ce qu'on appelle la relation parcimonieuse P10, qui a été introduite par Doucet et Steinbach. Donc ici, on a représenté les accords majeurs et mineurs. Alors je donne avec la notation anglo-saxonne des accords. Majeur, mineur et les accords augmentés. Et la relation P10 relie deux accords si ils ne diffèrent que d'une seule classe de hauteur qui ne bouge que d'un demi-ton. Donc par exemple de Do majeur à Do mineur, on sait que la seule classe de hauteur qui change c'est Mi qui devient Mi bémol. On a un déplacement d'un demi-ton, donc ces deux accords sont reliés. C'est la même chose entre Do majeur et Mi mineur, puisque dans ce cas-là, la seule classe de hauteur qui change, c'est Do qui devient Si, et on obtient Mi mineur. Et on voit en fait que l'accord de Sol dièse augmenté est relié à 6 accords par cette relation parcimonieuse. Donc ici, on ne peut plus utiliser le cadre des fonctions, on est obligé d'utiliser le cadre des relations binaires. Et ce qu'on a montré avec Moreno, Andretta et André Erasman, c'est qu'on pouvait généraliser la définition des réseaux transformationnels catégoriels tels qu'on l'avait introduite pour les ensembles et les fonctions, aux ensembles et relations binaires, avec des conditions supplémentaires. Un autre exemple, ce sont les réseaux métricaux. C'est un travail fait avec Jason Yost, où dans ce cas-là, on s'intéresse aux mètres, aux relations métriques, donc on n'est plus sur des accords ou des classes de hauteur, on est sur des relations temporelles, et où on peut définir des relations binaires, métriques, entre des points d'attaque, et on peut définir à partir de là des réseaux métricaux qui donnent des indications sur l'aspect métrique d'une pièce. On l'a appliqué notamment à des pièces de Brahms. Et sur ce, je conclus ma présentation et je vous remercie de votre attention. Pour les personnes intéressées, je vous invite à consulter la chaîne YouTube pour trouver plus de vidéos de compilation d'exemples d'opérations néo-riemanniennes utilisées en musique de film et en musique classique.